À l'écoute de la Voix de Sion, l'émission de l'OSM. Auditrices et auditeurs de la radio juive de Marseille, shalom à tous. Et après cette longue absence, et j'espère que chacun et chacune d'entre vous avait passé d'excellentes fêtes. Nous, ça a été parfait. On a vécu en Israël. Moshe, pas vrai? C'était super. Voilà. Bon, avec notre invité aujourd'hui, Monsieur Zanab, bonjour. Bonjour, shalom. Voilà. Et Avi, bon, on va être dans la familiarité quand même ici. Chers auditrices et auditeurs, vous êtes à l'écoute de la Voix de Sion, la voix des amoureux d'Israël et du sionisme, pour une émission qui reprend donc comme tous les jeudis après-midi sur la fréquence juive de Marseille. Moshe, à toi la parole. Nous allons aborder quoi avec notre invité d'abord? Bonjour, voilà, écoutez, nous, comme on reprend l'année, on est un peu comme le début de l'année scolaire, on reprend nos activités, et aussi nous avons l'honneur d'avoir ici en présentiel à Marseille, Avi Zanab, directeur du département Europe de l'ALIA, de l'Organisation sioniste mondiale, qui est venu à Marseille. Il va nous expliquer pourquoi, pour quelque chose de très précis qui fait partie intégrante de nos programmes de promotion de l'ALIA. Avi, bonjour. Shalom, bonjour à tous, bonjour auditeurs de Marseille. Ça fait effectivement 24 heures que je suis avec notre délégué à Marseille, Monsieur Moshe Cohen, et nous avons eu le plaisir de faire le tour des écoles juives, parce que je suis venu pour la deuxième année consécutive faire la promotion du programme Megamat Aliyah, qui est un programme de promotion des études supérieures en Israël. Alors, le département de promotion de l'Aliyah de l'Organisation sioniste mondiale a déjà à Marseille de nombreuses activités depuis quelques années déjà, avec un panel d'ulpan très développé dans pas mal de quartiers, dans pas mal d'organisations juives, où nous enseignons l'hébreu pour tous les niveaux. Et j'incite les gens qui ne l'ont pas encore fait de pouvoir s'inscrire sur le site OSM France à la rubrique Ulpan. Je crois que c'est très important. L'hébreu doit rester le langage commun de tous les juifs. Et nous avons déjà plus qu'une dizaine de classes à Marseille et plus de 150 à travers la France. Donc on est vraiment la plus grande structure professionnelle d'enseignement de l'hébreu. Et je vous invite, notre seconde activité auquel vous êtes parfois confrontés, ce sont des conférenciers spécialement venus d'Israël qui viennent raconter leur parcours personnel, mais aussi un aspect de la vie israélienne, que ce soit au niveau sécuritaire, politique, artistique ou autre. Et nous avons déjà, depuis la rentrée, accueilli un spécialiste du monde de la sécurité qui nous a parlé un petit peu de ce qui se passe autour de la bande de Gaza. Nous allons avoir peut-être la chanteuse Shirel qui va arriver très bientôt pour aussi raconter son expérience personnelle, et d'autres conférenciers encore. Et je vous invite aussi à travers et notre délégué Moshe Cohen et le site OSM France à découvrir nos activités. Le troisième élément, qui est, j'allais dire, l'actualité urgente, notre activité urgente, c'est les tests psychométriques. Comme vous le savez, l'année dernière, à l'initiative de Moshe Cohen, nous avons pour la première fois introduit la possibilité de passer le test psychométrique en français, non seulement en France, mais aussi à Marseille. Et j'ai le plaisir de dire que c'était un franc succès, puisqu'on a eu presque 35 élèves des différentes écoles juives de Marseille qui se sont inscrits, qui ont passé cet examen, et qui, je pense, pour la plupart, ont eu des notes tout à fait convenables. Et donc, fort de ce succès, on revient cette année faire une tournée des écoles juives pour proposer non seulement de reprendre, mais aussi de renforcer, de présenter une formation encore mieux adaptée aux besoins de la ville, en Zoom. Donc ça ne demandera pas vraiment un grand effort au niveau de l'organisation, sachant que le calendrier des uns et des autres est très serré. L'examen devrait se passer le 29 mars à l'école Yavne à Marseille. Et donc je vous appelle à renforcer cet examen, à en parler autour de vous. Ça, c'est une clé supplémentaire que nous, Organisation sioniste mondiale, voulons offrir à tous les jeunes juifs du monde. On ne sait pas de quoi demain sera fait. Il y a des gens qui ont déjà un projet d'Aliyah immédiat, il y a des gens qui y réfléchissent. L'avantage de ces examens, c'est que premièrement, il est quasiment obligatoire pour rentrer dans les grandes universités israéliennes. On sait qu'il y a beaucoup de jeunes dans la communauté qui veulent faire des études prestigieuses, c'est tout à fait leur droit, et on se doit de leur donner la possibilité de le faire. Et je crois que c'est de mieux en mieux compris. On sait qu'il y a aussi malheureusement une tension dans la communauté,
dans la politique, dans la ville, je ne sais pas comment l'exprimer, mais enfin, en tout cas, en Israël, le ressentiment que nous avons, c'est qu'il devient parfois un peu difficile pour un jeune juif de se retrouver dans les campus français avec les tensions liées à plein de choses. Et donc, je crois qu'encore une fois, en tant qu'organisation sioniste mondiale, nous devons dire sans embâge, sans gêne, sans guillemets, Israël, c'est le pays de tout le monde, le pays de tous les juifs, et il faut qu'il n'y ait aucun obstacle. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous donnons une subvention très importante. Ce programme de formation et d'examen avec des examinateurs venant spécialement d'Israël coûte quasiment 850 €. Nous le proposons à un prix symbolique de 220 €. Simplement une participation de la part des parents pour que la question financière ne soit pas du tout un obstacle pour aucun des élèves. Et donc voilà, nous voudrions commencer le plus tôt possible, peut-être à la mi-novembre, peut-être à la fin novembre. Et nous sommes en pleine inscription et donc j'invite les gens soit à contacter notre délégué, si vous connaissez son téléphone, soit à rentrer sur le site osmfrance.fr à la rubrique test psychométrique. Il y a un QR code qu'on peut scanner et qui permet de s'inscrire rapidement. Évidemment, vous pourrez poser des questions, vous trouverez nos coordonnées à travers le site. Hier, en tous les cas, pour ceux qui l'ont vécu, le vol Elal, qui est au lendemain des fêtes de Tishri, était énormément fréquenté par beaucoup de jeunes qui chacun intègre un programme, soit de préparation à l'université, soit un programme Massa. C'était assez fabuleux à voir toute cette vivifiante jeunesse accompagnée par les familles et qui allait justement vers un avenir beaucoup plus serein. C'est l'écho effectivement qu'on a eu des directeurs d'établissement qui étaient très fiers de partager avec nous. Comme je le dis parfois, j'ai eu le privilège d'être un des créateurs d'un programme qui s'appelle le Bac Blanc-Bleu, qui va encore recommencer au mois de décembre et qui permet vraiment une ouverture, une meilleure connaissance du système universitaire israélien, d'Israël, pour beaucoup d'adolescents. Je crois qu'il est important, c'est notre rôle de connecter en permanence. En tant que francophone israélien, notre rôle, c'est d'être ce pont entre la société israélienne qui n'est pas toujours liée, qui n'est pas toujours branchée à ce qui se passe avec le judaïsme de diaspora, et d'un autre côté avec la communauté juive de France, qui est parfois pas en permanence en phase avec ce qui se passe en Israël. C'est notre rôle, c'est notre devoir, je vais dire, en tant qu'ancien Olim, d'apporter la parole d'Israël, et d'un autre côté, de ramener les échos de ce que nous entendons dans les communautés pour que les institutions nationales israéliennes, Agents juifs, Organisation sioniste mondiale, KKL et d'autres, et le gouvernement israélien qui est maintenant très impliqué, puissent comprendre quels sont les besoins. Et donc, les directeurs d'établissement étaient fiers de nous dire qu'une majorité de leurs élèves de terminale sont partis pour un programme éducatif en Israël. Certains choisiront de faire une année de césure, d'autres choisiront de continuer leurs études, d'autres choisiront d'aller à l'armée, d'autres encore choisiront de faire un programme Massa ou autre. Et je crois que cette main tendue, cette clé que nous voulons leur donner doit être prise des deux bras. Et j'insiste auprès des parents de ne pas rater cette occasion. Encore une fois, ce n'est pas un engagement, c'est simplement se donner une carte supplémentaire pour que la porte d'Israël soit ouverte à l'avenir de vos enfants. Peut-être une parenthèse, puisqu'on parle d'éducation, je ne sais pas, Avi, si tu es en mesure de nous donner un petit peu plus de détails. On a lu ces derniers jours dans la presse qu'en Israël, au niveau de l'éducation, il y a une volonté de la part du ministre de l'Éducation, si j'ai bien compris, d'intensifier l'étude du Tanakh. Pour nous qui sommes un petit peu traditionnalistes et qui sommes attachés à ce genre, qu'est-ce que c'est que cette pression, ou en tous les cas, qu'est-ce que c'est que cette remise en actualité de cette initiative? Regardez, c'est un gros débat historique en Israël. Puis peut-être une des erreurs, et il en a fait comme tous les hommes, de David Ben Gurion en 1948, quand il a mis en place le pays, il fallait tout mettre en place. On a eu une guerre, le jour même où on a déclaré l'indépendance, il fallait en permanence adapter un pays, peut-être faire une constitution, chose qu'on n'a pas eu le temps de faire, déclarer un système scolaire, et il avait des pressions de gauche et de droite, et il a décidé, peut-être aujourd'hui avec du recul à tort, de créer 2 systèmes éducatifs en Israël, pour essayer d'éviter encore une fois les conflits, parce que le pays avait déjà une guerre qui était sanglante. Il faut savoir que la guerre de 48, 1% de la population est mort en Israël, 1% de la population, c'est énorme, et donc il y avait beaucoup de plaies à penser, et les pressions de gauche et de droite, les kibbutzim d'un côté voulaient pas de religion, entre guillemets, les religieux voulaient pas d'enseignement laïque. Il a dit ok, alors on créera 2 réseaux.
Et ces deux réseaux se sont créés, malheureusement, au lieu de se rapprocher avec le temps. Chacun a développé un peu sa structure, à tel point que le réseau non religieux, quelque part, aurait un peu oublié de garder quand même les sources, ne serait-ce que d'un point de vue identitaire, historique, culturel. Et donc, en fonction des différents gouvernements, et là on a un gouvernement qui est un gouvernement, on va dire, très nationaliste en Israël, le ministre Kish, qui est lui-même un ancien pilote des forces de combat israéliens, essaye et se bat, et je pense qu'il arrivera à faire passer, parce qu'il y a aujourd'hui une demande de la base, de se rendre compte qu'il faut que nos jeunes, quel que soit leur mode de vie, tout le monde n'est pas religieux, tout le monde n'est pas religieux de la même façon, mais tout le monde doit avoir une identité commune, qui est l'identité juive. Et le Tanakh, de façon générale, je ne voudrais pas dire la Bible, mais le Tanakh et tout ce qui est autour doit faire partir du minimum commun en Israël. C'est un combat qu'il faut refaire. Tous les combats ne sont pas acquis en Israël. On est trop souvent pris par les questions sécuritaires. On oublie parfois des combats sociaux, des combats éducatifs, des combats de terrain. Et je crois que c'est important de dire qu'il y a aussi, après cette guerre, il faut le dire, comme il y a très souvent après les guerres en Israël, un besoin. Je peux donner un témoignage. Il y a 15 jours, je suis à la Tachana Merkazit à Jérusalem, et puis je vois un jeune avec des tzitzit. Instinctivement, je ne vois pas sa kippa sur la tête. Il y a quelque chose qui me paraît décalé. Je viens presque pour lui dire, puis je dis, bon, il a dû la mettre dans sa poche, il a dû courir, pour pas que ça lui tombe. Et puis 2 jours plus tard, en ville, j'en vois un autre. Je lui dis, il a les tzitzit, il n'a pas la kippa. Et je parle lors d'un dîner, mais on me dit, t'es pas au courant. Depuis la guerre, c'est une nouvelle mode. Oui, effectivement. C'est une nouvelle mode. Ça se voit dans C'est une nouvelle mode. Ce sont des gens non religieux. Ah, d'accord. Qui n'osent pas encore mettre la kippa. Mais qui pendant la guerre, pendant 2 ans, on leur a offert des tzitzit katan. Ils ont l'impression que se sont renforcés d'une certaine façon. Ils veulent affirmer une certaine identité. Ils savent pas trop de quelle façon. Et aujourd'hui, il y a une mode chez certains jeunes de se dire, je me suis trazakti, je me suis renforcé dans mon judaïsme, dans mon identité. Je ne sais pas encore comment l'exprimer. Et voilà, ce sont des choses. Visuellement, je mets ce. Voilà, visuellement, je fais ça comme un acte d'appartenance. Et la société israélienne, il faut le savoir, est très dynamique. Elle est très changeante. Elle s'adapte. Malheureusement, comme vous le savez, on n'a pas le choix de s'adapter à des situations qui sont parfois extrêmes. On dit qu'on a distribué plus de 100 000 tzitzit katan pendant la guerre. Oui, et c'est pas seulement pour les religieux, comme on peut bien l'imaginer. Semblerait. Voilà. D'ailleurs, on l'a vu, pour ceux quand on a suivi cette actualité, le retour de cette vague d'otages qui ont été libérés. Complètement. On entend beaucoup d'expressions, de témoignages de leur, pendant cette période de détention assez extrême et assez particulière, de se rapprocher vers c'est très souvent le cas. Malheureusement, beaucoup d'Israéliens 2e et 3e génération qui viennent pas de familles forcément religieuses, pour eux, ils auraient une certaine appartenance israélienne naturelle. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire, ils ont rarement été confrontés à l'autre, au goy, c'est ça. À l'arabe encore moins, et en période de crise. Et tout d'un coup, un des otages a dit, quand je dis à mes geôliers que j'étais pratiquant, alors que je ne l'étais pas vraiment, il m'a beaucoup plus respecté, parce que j'ai affirmé mon identité. Et quand j'ai dit que je voulais pas manger autre chose qui ne soit pas cachère, pour moi, c'est surtout affirmer que j'étais différent de lui. Et l'arabe, qui a quand même, avec toutes les problématiques et toutes les difficultés qu'on a face à cette vague de haine, qui respecte quand même quelque part l'unicité de Dieu et qui comprend qu'il y a quelque chose qui le confronte, parce que malheureusement on est dans un conflit de civilisation, dans un conflit de foi, on n'est pas dans un conflit de territoire, et certains prisonniers, après 6 mois, 1 an et demi, ont compris où ils se trouvaient, et donc ils ont compris qu'il fallait qu'ils s'affirment beaucoup plus, pas dans un débat politique, mais dans un débat identitaire. Absolument, extraordinaire comme... un autre problème peut-être qu'on a vu en Israël dans tous les cas, c'est, on va passer un peu on a parlé tout à l'heure de Ben Gourion, etc. au niveau de l'éducation. On va marquer dans les prochaines semaines, et là peut-être c'est une demande que je vous fais en direct sur les ondes. On a l'habitude de marquer le 29 novembre 1947. Et c'est peut-être qu'on peut en parler. Enfin, j'avais prévu de consacrer une émission en temps voulu là-dessus, mais d'ores et déjà, on a un petit peu aujourd'hui, je sais pas si vous avez suivi l'actualité, en tous les cas pour la France et pour tous ceux qui ont toujours maille à partir avec ce qui se passe en Israël, on a
déplacer aujourd'hui le débat pour continuer à promouvoir, ou en tous les cas à dénigrer l'existence de l'État d'Israël à travers l'antisionisme, etc. Et à mettre en avant qu'Israël n'a pas sa place, et que ce pays-là a été volé, pris volé à la population autochtone de l'époque. Or, on a une résolution des Nations Unies de l'époque qui a quand même validé, au terme d'un long processus, on ne va pas raconter depuis les déclarations Balfour et autres, et bien avant, etc., tout un processus. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui de ce ressenti en Israël avec cette déclaration du novembre 1947? Ça veut dire que malheureusement, est-ce que c'est la ketouba que les Nations Unies ont donnée à l'État d'Israël actuel? Ou est-ce que... Je crois qu'on est après ça. Il faut comprendre que malheureusement, tu fais partie des gens comme nous qui avons vécu, qui avons été élevés sur cette actualité, sur ces événements, sur ces marqueurs importants de l'histoire juive, de la déclaration Balfour, du Kaftet Ben November du 29 novembre 1947, du 14 mai 1948, etc., qui étaient des marqueurs politiques très clairs et très importants pour nous, de montrer qu'il y a eu une évolution à travers le temps de l'acceptation, de la validation de la naissance d'un État juif en opposition aux Palestiniens aux Arabes, j'allais dire à l'époque, on parlait même pas de Palestiniens, on parlait d'un partage de la Palestine, de Eretz Israël, Palestine en termes laïques, entre un pays arabe et un pays juif. On n'employait pas le mot Israël puisque Israël n'existait pas encore en tant que définition étatique, et que la Palestine n'avait même pas donné son nom, et je ne sais pas si elle voulait ou si elle comptait peut-être s'appeler Palestine ou autre chose. Aujourd'hui, malheureusement, il me semble en tout cas que le 7 octobre a changé les cartes. Et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les jeunes Israéliens, les politiques israéliens ont moins besoin de toute cette validation historique. D'abord, il y a une confiance qui a énormément baissé dans la légitimité des autorités internationales. On a vu ça à travers l'UNRWA. Beaucoup de gens oublient que l'UNRWA, on en a beaucoup moins parlé parce qu'Israël a quasiment détruit, a délégitimé cet organisme qui employait à peu près 35 000 terroristes. On peut pas les traiter autrement, qui étaient les employés de cette organisation, entre guillemets, de traitement des réfugiés, qui avaient pour seul et unique but de continuer à préserver. C'est unique au monde que des gens vivent depuis 3 générations et demie avec un statut de réfugié sans aucune évaluation de leur statut, même s'ils sont enrichis, même s'ils sont autre chose. Tous les Arabes habitant à Gaza sont reconnus comme des réfugiés. C'est quelque chose qui est unique. Et donc je crois qu'aujourd'hui, la perte de légitimité à travers le soutien de Donald Trump et à travers les actes qui ont été dévoilés au grand jour par Israël, même si on en parle beaucoup moins aujourd'hui, donne beaucoup moins de place à l'ONU, qui comme on le voit dans toutes les négociations, et pendant la guerre, et maintenant à la phase de libération des otages, c'est quand même le grand absent de l'histoire. Il aurait dû être l'arbitre de tout ce qui se passe, et l'ONU est totalement inexistant et a perdu toute légitimité. Et donc Israël n'a aucun intérêt aujourd'hui à vouloir se rattacher à ces résolutions, même si elles existent, c'est important qu'elles soient là. J'allais dire quelque part... comme le premier rachis de la Torah qu'on a vous-même accepté, reconnu comme tel. Voilà, en fait, c'est ça. Hein, tout à fait. Et donc je crois que Israël aujourd'hui, j'espère, elle est en phase de le faire. On va encore entrer dans une année électorale, donc malheureusement les débats risquent d'être des débats intérieurs et des débats houleux, mais c'est je crois la force de la démocratie israélienne, c'est le peuple qui décidera. On a dû se battre seul. On n'a certainement pas eu le soutien des instances internationales. Quelques dirigeants courageux, et pas beaucoup, certainement pas en France en tout cas, ont accordé un crédit à Israël, et je crois qu'il est tout à notre honneur. Et on n'a plus besoin, je crois aujourd'hui, de nous légitimer, de chercher à s'accrocher, comme des gens qui doivent se justifier en disant « Oui, mais regardez, nous avons la résolution, nous avons Balfour », mais les gens ne savent même plus de qui on parle. Aujourd'hui, on va vivre une nouvelle étape dans la vie d'Israël, et je crois que les règles du jeu risquent de changer au niveau politique. C'est quand même des fondamentaux, quoi, je veux dire, aujourd'hui. Ils existent, on va les garder, on va les respecter, mais malheureusement, ils existaient avant, et ça n'a pas permis pour autant aux dirigeants du monde de se rattacher à ça, que le proverbe de la mer au Jourdain ait pu se proliférer comme ça. Proliférer de telle façon, sans que personne ne dise, mais halte, c'est une honte. Voilà.
Et donc c'est pour ça que je crois que nous n'avons pas besoin de trop nous référer. C'est important que ces actes fondamentaux existent, qu'ils soient dans le tiroir, et qu'on puisse les sortir de temps en temps. Mais aujourd'hui, malheureusement, on a aussi un autre vécu beaucoup plus douloureux qui est supplémentaire et qui vient prouver à quel point le but du Hamas, des Palestiniens, pour une partie d'entre eux, en tout cas on n'a pas vu beaucoup d'opposition, n'était pas là pour un conflit de territoire, parce que le territoire, nous l'avons rendu, pour ceux qui l'auraient oublié. Oui, c'est vrai. D'accord, donc il s'agit vraiment, comme on l'a dit précédemment, d'un vrai conflit de civilisation et d'une volonté d'éradiquer l'État d'Israël et le peuple juif. Je crois que maintenant, j'espère que les choses sont Alors quoi, que le peuple juif s'est occidentalisé, un peu trop occidentalisé, je ne sais pas. En tout cas, la jeunesse juive aujourd'hui, c'est vrai qu'elle a beaucoup de lacunes. Et puisqu'on parle de l'OSM, etc., il y a peut-être aussi un travail. J'ai vu qu'il y a un programme ADN qui est peut-être on en parlera en deuxième partie d'émission, si on a encore le temps, mais c'est peut-être aussi un travail à faire sur notre propre public, sur notre propre communauté, parce qu'il y a des choses qui... la fréquentation des mouvements de jeunesse s'est étiolée, ça aussi, ça a un impact. Les mouvements de jeunesse Haloutzik avaient un impact encore différent, beaucoup plus militant et beaucoup plus politisé. Ça aussi, aujourd'hui, ça n'existe plus, quoi. Ça n'existe quasiment plus, on va dire. On cherche des formules. Et donc on cherche, voilà. Je crois que les communautés aussi le font. Israël le fait. Israël essaie de le faire avec les communautés. D'ailleurs, le programme ADN est un programme qui est avec les communautés, avec les communautés, avec DDF, avec le CEJ, avec d'autres organismes. Nous sommes ouverts. Nous savons que les réseaux sociaux ont un peu brouillé les pistes au niveau de beaucoup de jeunes. En temps de crise, il est peut-être plus facile parfois de mobiliser. En temps normal, de faire en sorte que les gens acceptent de se mobiliser physiquement. Aujourd'hui, on se mobilise à travers son clavier et on peut répondre, etc. Il faudrait aujourd'hui qu'il y ait aussi une mobilisation qui soit physique, qui permette à ce que des gens sachent quoi dire, comment le dire, sachent se défendre dans le sens large du terme, sachent argumenter, avec comme on l'a évoqué tout à l'heure, et savoir qui est Balfour et qu'est-ce qu'est le 29 novembre 47, etc. C'est un travail de longue haleine. Nous y travaillons, on le teste. On a fait des premiers rendez-vous, ils sont venus 300 personnes, ou le deuxième, ils n'étaient plus que 200. Je ne sais pas ce qui va s'avérer du rendez-vous qu'il y a aujourd'hui même à Paris. Ce soir, j'espère qu'on va arriver à mobiliser, bien qu'il y ait un petit essoufflement du fait que pendant 2 ans, les gens à Paris et dans d'autres villes, je sais même à Marseille, se sont mobilisés pour les otages. Il est important qu'il y ait une jeune garde active, militante, engagée, mais aussi passionnée et surtout qui connaissent, parce que nous avons face à nous malheureusement une vague et politique au niveau de certains nombres de partis au Parlement français et idéologique d'un point de vue de toute cette jeunesse qui nous est ennemie, immigrés, arabo-musulmans, arabo-gauchistes, comme vous l'appellerez en France, je ne sais pas. Et j'espère que la communauté arrivera à apporter un certain nombre de niveaux de réponse. Parfait, voilà pour cette première partie d'émission qui s'achève. Et après une pause musicale, nous nous retrouverons dans quelques minutes pour la suite de notre programme. Merci à vous et à tout à l'heure. שהגיע עם ילדים, תחבקו אותם, תקרבו אותם עליכם, שימו יד על הלב. מתוך שמיים האפורים זה מכתב לילדים שהזכיר לכם בסוף זורחת שמש, ואתם אומנם קטנים אך החיים הם ענפים סבוכים ואין יודע מה תביא את הדרך,
ואם הכל ייחד, אם תרגישו שערך, שהכל בוער ואין עוד דרך חזרה, תתמסרו למנגינה, כל עוד היא מתנגנת, היא תשיב אתכם הביתה, אל הלב להתחלה. תבכי, תבכי, גם אני בוכה בשיר הזה, כל הזמן בוכה. דה 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 מתוך עננים בוכים, זה מכתב לילדים, מזכיר גם השדות צומחים מגשם, ואל תמהרו לגדול, אתם עולם ויש בכם הכל, ועיניים מהירות לשים הלב לכל אלה. אז אם הכל ייחד, אם משתלט הפחד מבני אדם, ממלחמות, מאהבה, תתמסרו למנגינה, לא בשם אנחנו יחד, נשאיר אתכם הביתה אל הלב להתחלה. לה 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 תמיד אני איתך, גם כשרחוק, גם כשבחושך, משאיר אורות דולקים עד שישוב הבוקר. אז כשהכל ייחד, כשישתלט הפחד מבני אדם, ממלחמות, מאהבה, תתמסרו למנגינה, כל עוד שם אנחנו יחד, נשאיר אתכם הביתה אל הלב להתחלה. לה 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 לה. תעשו כפיים לאביתר לוי על החצוצרה. נה 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 נה. אני חוזר הביתה. Retrouvez la deuxième partie de À l'écoute de la Voix de Sion, l'émission de l'OSM. Rebonjour, en tous les cas, on se retrouve pour cette deuxième partie d'émission et là nous allons peut-être un petit peu faire un melting pot, on va aborder différentes informations que vous avez peut-être entendues ou pas, et il y a un point là que je vais un petit peu aborder à travers une étude qui a été publiée. On dit Israël comme étant au top de la gestion de la cybersécurité. Pour ceux qui suivent l'actualité en France, on a même évoqué le fait que le casse du Louvre qui a eu lieu ces derniers jours, la direction du musée aurait fait appel, et après ça a été démenti, vrai, faux, on n'en saura jamais rien, par une société de sécurité managée par un ancien chef du Mossad. Du Shabak. Du renseignement intérieur. Du renseignement intérieur en Israël. Bon, enfin bref, c'était discret. Tout ça pour dire que il y a un rapport qui a été publié et que Israël, pendant cette guerre-là, en fait, n'a pas fait face qu'à des aspects purement militaires traditionnels avec des roquettes et des drones, mais qu'il a fallu, et qu'elle affronte d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui, ce qu'on appelle une armée de l'ombre avec des attaques, des hackers, des attaques informatiques importantes. Et d'ailleurs, selon un rapport du Digital Defense de Microsoft, qui a publié que l'État hébreu se place aujourd'hui au 3e rang mondial des pays les plus visés par des cyberattaques. Et figurez après les États-Unis et après le Royaume-Uni. Ça, c'est intéressant à voir. Et vous savez, on dit que l'attaquant le plus agressif et le plus performant, c'est en fait l'Iran. Alors, qu'est-ce que tu nous dis? Il n'y a aucun doute. Il faut pas, encore une fois, il faut être conscient de la réalité dans laquelle on vit au Moyen-Orient. Vous savez, c'est Trump qui a, depuis quelques années,
et qui a toujours un stylo entre les mains parce qu'il signe toujours des décrets. Et quand il veut parler d'Israël, il monte son stylo, à peu près la grandeur de son stylo, pour expliquer aux Américains qui pour la plupart ne comprennent rien ce qui se passe au Moyen-Orient, pour leur expliquer qu'Israël c'est un peu plus que Manhattan, et j'exagère, avec Long Island, etc. Donc on est peut-être une puissance, mais on a en face de nous des empires et des civilisations. Et si je pense qu'il y a encore une civilisation qui est très forte et qui est très puissante, malgré les attaques du 13 juin 2025, ça reste l'Iran. L'Iran est un pays de 85 millions d'habitants. L'Iran produit par mois 10 fois plus d'ingénieurs qu'Israël par an. L'Iran est un pays totalitaire, donc les moyens, les opinions idéologiques sont entièrement orientées vers ce que veulent les dirigeants de la révolution islamique. Et donc face à ça, même si Israël est arrivé à faire quelques coups de maître, nous savons très bien, nous sommes tout à fait conscients qu'il y a un travail de sape fondamental. L'Iran dirigeait le Hamas, l'Iran dirige le Hezbollah, l'Iran dirige les Houthis, l'Iran dirige les groupuscules chiites d'Irak. Et donc, le 13 juin, malheureusement, n'a fait que repousser. On n'a pas détruit l'Iran. C'était d'ailleurs pas le but. On n'a pas détruit l'Iran. On a essayé tout simplement de ralentir de façon musclée autant que faire se peut le programme nucléaire iranien. Mais il y a le programme civil iranien, entre guillemets, semi-civil. Par exemple, vous parlez des cyberattaques. Il est évident, encore hier, l'hôpital Shamir, l'hôpital de Assaf Harofé, a été sous une... Et heureusement qu'Israël est le premier développeur au monde des murs de sécurité cybernétique que nous vendons largement dans le monde, et qu'aujourd'hui, globalement, face à ces attaques, nous arrivons à répondre. Mais c'est un vrai défi, parce que toutes les informations, aujourd'hui... On se rappelle que le Hezbollah avait compris que tout passait par l'informatique et lui est passé rapidement au Motorola, au beeper pour essayer de détourner le monde de l'informatique. Dieu merci, Israël a pu anticiper et faire un coup de maître qui reste peut-être un des coups qui sera le plus étudié dans l'histoire de la militaire du XXIe siècle en voyant comment un retour en arrière de la technologie a pu être lui-même rattrapé par la technologie. Pour l'Iran, j'imagine, et je suis sûr que l'État d'Israël et les services spéciaux de 8200, des services de renseignement, travaillent à une possible contre-attaque, et nous attaquons. Si les gens, je vous invite à regarder sur Cannes, je crois que c'est traduit en français, la série Téhéran. Ah oui. Pour les gens qui ont regardé, on pense que c'est une série prémonitoire quelque part, et qui vient montrer qu'évidemment qu'Israël contre-attaque, c'est une des parties de la guerre qui n'est pas la moins importante. Les services de renseignement en Israël, c'est un secret que je dévoile à personne, sont l'unité la plus importante aujourd'hui, parce qu'on sait que la défense de demain, en dehors de l'armée de l'air, et en dehors des patriotes, et en dehors de la défense antiaérienne, se fait aussi par le renseignement, et donc énormément de moyens sont mis là-dessus, et les attaques cybernétiques sont fondamentales. On n'est pas garanti c'est pour ça qu'on se bat aussi pour que les puissances occidentales vendent moins de technologies aux pays comme la Turquie, aux pays comme l'Iran, même aux pays comme l'Arabie Saoudite qui sont des amis, parce qu'un des malachim, un des coups d'avance que nous avons comme sur ce jeu d'échecs, c'est d'essayer d'être toujours devant, et c'est pas acquis, et c'est pas simple, parce qu'on doit se battre face à des milliers et des milliers, et il y a la Chine qui est derrière, il y a l'URSS qui est derrière, et donc Am Levado Ishkon, c'est écrit chez nous. Si on doit en permanence vivre sur notre épée et sur nos armes face au monde entier, c'est un vrai combat. Et ça, je crois que c'est une façon supplémentaire de dire que c'est la responsabilité du peuple juif en entier. Et plus il sera avec nous, et plus il sera présent en Israël, et plus nous serons forts face à ces menaces. Eh ben, en tous les cas, ce qui est vrai, et pour aller un petit peu dans ce sens-là, qu'on a quand même aussi un coup d'avance, comme on dit vulgairement et trivialement en France. On parle d'Israël concernant, puisqu'on a vu les missiles, on a toujours entendu parler des missiles, des contre-missiles, quand on a vu cette guerre, que ce soit à travers les médias ou que ce soit sur place quand on était en Israël, et qu'il fallait se mettre à l'abri, un missile intel est tombé, un missile intel. Alors, on a appris que la société israélienne d'aérospace et industrie a présenté un nouveau missile aujourd'hui. C'est le Lahat Alpha. Alors ça, c'est quoi? Il semblerait que ce soit une évolution assez intéressante
par rapport à tout cet ensemble de missiles existants, des missiles anti-chars, à guidage laser. Ils sont conçus pour répondre, en fait, à une demande mondiale croissante. Et donc, voilà, ça se vend Israël, ça se vend bien, avec des munitions de plus en plus précis, avec des prix beaucoup plus abordables et à des longues portées encore plus importantes, à plus de 20 km. Comme je disais, on doit avoir un coup d'avance. Un coup d'avance. Mais un coup d'avance presque générationnel. C'est vrai que les générations aujourd'hui, en informatique ou en armes, c'est pas une génération, c'est pas 20 ans, c'est pas comme à l'époque, on changeait les T40 en T50. Aujourd'hui, en 2 ans, vous êtes passé d'une nouvelle génération. Et Israël, heureusement, j'allais dire, Baruch Hashem quelque part, a un point d'avance très important sur cette nouvelle génération qui s'appelle les lasers. Le laser est capable de produire une précision, est capable de produire une atteinte exacte avec une réflexion avec l'intelligence artificielle qui est aujourd'hui ce qui se fait de plus au monde. Et Dieu merci qu'Israël a anticipé ce coup. Et aujourd'hui, grâce à des apports de fonds très importants qui ont été réalisés pour aider à développer les industries aéronautiques israéliennes sur lesquelles énormément d'argent a été misé, je pense que très rapidement, on les a testés pendant cette guerre de façon très discrète pour s'assurer de leur efficacité, surtout dans des endroits tout à fait stratégiques qui ont été visés par les Iraniens. Et je ne veux pas dire que c'est une réussite totale, mais c'est quasiment une réussite totale, sur lequel permettra à Israël, lors de la prochaine guerre, on espère qu'il n'aura pas lieu, d'avoir encore là, une fois de plus, la maîtrise. La maîtrise des cieux et la maîtrise d'une réplique, parce que nous avons été beaucoup dans la défense et nous avons montré aussi qu'Israël était capable aussi d'être dans l'offensive à 2000 km du pays, à 2200 km du pays, chaque fois le tvar, chaque fois le point d'accès le plus loin et poussé encore un peu plus loin. J'espère qu'on n'aura pas à s'en servir. Moshe, donc on va revenir un peu à toi. Moshe, toi tu es connu ici par rapport au niveau de la communauté. On sait que tu as fait des périodes de milouim à répétition. Et je vais, sans rentrer vraiment dans le débat tel qu'il existe en Israël, mais au moins pour l'aborder, on a senti pendant toutes ces 2 années qu'il y avait une espèce de, compétition, mais c'est pas trop le mot, entre le vécu des familles des otages, qui avaient une propension à vouloir systématiquement aller vers l'arrêt de la guerre, parce que c'est ce que prennent légitimement, parce que leurs enfants, parce que leurs proches étaient en détention dans des conditions horribles. Et puis on avait les familles des soldats, qui sont une grande majorité, une très nombreuse majorité de public, puisqu'on a eu plusieurs milliers de morts. Il faut le savoir. Avi, tu as dit tout à l'heure que 1% de la population pendant la guerre d'indépendance. Je ne sais pas quelle est la proportion aujourd'hui, mais en tous les cas, c'est une des guerres qui a fait le plus grand nombre de soldats qui ont été à 2000 tués. victimes, effectivement. Alors, est-ce que c'est quelque chose qu'on voit entre cette dualité entre les familles des soldats qui eux revendiquent la continuation de la guerre parce que leurs proches ne sont pas, pour ne pas que leurs proches soient morts pour rien, et ces familles des otages qui eux appelaient, en tout cas que ça crée une dissension dans la société. Est-ce que c'est quelque chose, on le sent de plus en plus fort, un peu plus tendancieux, peut-être un peu plus dur. Effectivement, c'est un petit peu, c'est ce qui ressort un peu de cette guerre qui était longue, 2 ans. Il y a eu bien entendu, beaucoup de soldats, de familles de soldats dont leurs enfants sont morts. Et effectivement, eux, ils disent, je veux pas que mon fils soit mort pour rien. Si déjà il est mort, autant que l'intérêt national y gagne, entre guillemets. Et d'un autre côté, il y avait l'approche tout à fait personnelle, mais très légitime, des gens qui disent, moi, ce qui est important, c'est que mon fils soit libéré. Maintenant, on arrive à un point très intéressant, puisque maintenant, tous les otages libérés tous les otages ont été libérés. Donc aujourd'hui, on a un débat, on va voir vraiment quel est le vrai débat qui va s'imposer dans la société, c'est-à-dire est-ce que maintenant on va continuer parce qu'il faut qu'on se débarrasse de cette menace existentielle au sud d'Israël, voire à l'est d'Israël, pour ne pas dire l'Iran, et des idéologies ou des positions politiques sur l'échiquier politique en Israël, c'est-à-dire la gauche qui est
contre la guerre, la droite qui veut être beaucoup plus radicale pour régler un problème. Je veux dire, on arrive un petit peu maintenant à une situation, j'ai envie de dire, gauche, extrême gauche, et droite ou religieuse, qui fait que doucement, on arrive à une situation qu'on n'en avait pas dans les guerres du passé, que ce soit 48, 56, 67, même 73, où là-bas, la menace était tellement importante qu'on n'avait pas de place au débat, et bien entendu, à l'époque, il n'y avait pas aussi d'otages. Donc, on va arriver à une situation où ça va se traduire par des expressions politiques, d'un combat politique, quel que soit le côté, bien entendu, mais toute l'idée, comme l'a dit le chef d'état-major de l'armée, ce qui est important, entre autres, c'est d'essayer comment on dit, de régler le problème de fossé qui est entre ces deux sociétés israéliennes, qu'on pourrait dire une société israélienne et une société hébreu. Donc, l'avenir va nous le dire, parce que maintenant, la vie va reprendre son train normal, quoique, comme a dit tout à l'heure Avi, on n'a pas fini le problème de la menace existentielle. Encore une fois, on regarde vers l'Est. Donc, mais ça, c'est en toile de fond. Je veux dire que c'est important de savoir où va aller l'État d'Israël. Comme a fait le ministre de l'Éducation, il veut mettre plus l'accent sur les valeurs juives. Il y en a qui veulent être plus israéliens que juifs. C'est un débat qui accompagne la société israélienne depuis quelque temps, et on va voir ce que ça va donner. Je sais pas ce que t'en penses, Avi, là-dessus. Bon, je partage pas à 100% ton analyse. Enfin, évidemment, globalement, je suis d'accord avec toi. Je pense que cette guerre qui a prouvé un peu plus à qui voulait l'entendre et qui voulait pas l'entendre, que le conflit, comme j'ai dit précédemment, n'était plus un conflit territorial. Absolument, mais en tous les cas, c'est ce qu'on vit. Et est devenu un conflit existentiel. Je pense que la société israélienne, même en termes politiques, va se droitiser. Je pense qu'à part un parti qui va continuer à prôner de façon générale, ouvertement, la volonté d'essayer d'arriver dans l'immédiat avec un arrangement avec les Palestiniens, ça ne pourra pas être au débat des prochaines élections israéliennes qui se présentent probablement dans le semestre qui vient, dans les 6-8 mois qui arrivent. Donc aujourd'hui, même les partis du centre et les partis de la gauche modérée s'attacheront plus à des problèmes de société, à des problèmes d'éducation, à des problèmes sociaux, à une vision globale de la vision du Moyen-Orient, mais certainement le débat disant quel État palestinien, quand l'État palestinien, c'était déjà très peu aux dernières élections, et ça le sera encore beaucoup moins cette fois-ci, où la plaie est encore trop ouverte et trop béante. Donc à part peut-être le parti de Yair Golan, qui a globalement mis sous sa coupe un petit peu toute la gauche israélienne, ou ce qu'il en reste, avec l'extrême gauche, et on voit bien que les nouveaux partis qui veulent se créer ou se mettre en place sont des partis du centre, des partis du centre avec des éléments de droite, sont des partis dont personne ne dit aujourd'hui que notre problème c'est tel ou tel territoire, tel ou tel... que globalement les gens disent qu'il faut régler ce conflit. Tout le monde peut le dire, même une personne de droite, même une personne d'extrême droite doit dire, après chacun donnera sa vision, qu'il faudrait qu'on essaye de trouver une solution à ce conflit. Ensuite, les réponses peuvent être la ribonoute, la souveraineté, le partage de la terre, l'autonomie, rien du tout, je ne sais pas. Mais personne n'ira aujourd'hui dans une revendication pour un deuxième. Tout à fait. Aujourd'hui, ça peut pas. Si quelqu'un veut perdre des voix aux élections législatives en Israël, à part les partis de l'extrême gauche, ce sont des gens qui vont aborder ce thème en comprenant tout à fait qu'aujourd'hui, c'est pas du tout un thème qui est consensuel. Bien au contraire, c'est peut-être un thème qui va les éloigner de la base israélienne, quelle qu'elle soit, parce que la gauche, comme la droite, comme l'extrême gauche, comme l'extrême droite, a énormément souffert. Le Hamas n'a pas fait de distinction, comme le disait Elie Avdil à l'époque pour les nazis, qu'un juif qui portait la kippa, un haridi ou un juif assimilé d'Allemagne a été assassiné de la même façon. On peut se permettre de faire le parallèle en disant que les kibbutznikim de la gauche israélienne engagés, j'allais dire, dans une optique très humaniste envers les Arabes, où les soldats avec des peotes et des grosses kippotes qui se sont battus, se sont trouvés face à cet ennemi horrible et terrible qu'a été le Hamas durant cette guerre du 7 octobre, et qu'aujourd'hui, j'espère que certaines leçons du passé seront, même si on a pu sentir cette pression de ce que certains ont appelé les kaplanistes en Israël, c'est-à-dire les gens qui n'ont pas renoncé, et on peut les comprendre, comme tu l'as dit, Moshe,
Si tu as ton fils ou ta fille qui est tenu prisonnier au Hamas, tu dis, Oui. avec tout le respect que j'ai pour les considérations nationales du pays, moi Je suis un peu égoïste. je veux retrouver mon enfant à la maison. C'est ça. Il faut être très fort, comme l'ont été certains parents, de pouvoir dire ah non, moi c'est l'intérêt national qui prime surtout. Mon fils fait partie de la nation. Ce sont des gens très courageux. Dieu merci pour une partie d'entre eux, ils ont retrouvé leurs enfants qui est libéré. Mais je pense que la société israélienne, j'espère en tout cas, que le débat politique israélien qui va s'ouvrir là, avant-hier, il y a eu la session d'ouverture de la session d'automne de la Knesset, et selon tous les analystes politiques, elle annonce probablement la dernière session et qui permettra d'avancer les élections de quelques mois, parce qu'il y a des décisions, il y a des orientations politiques pour légitimer ce qui va être fait face à la nouvelle situation qui est en train de se mettre en place au Moyen-Orient. Je pense qu'on va voir une société israélienne beaucoup plus identitaire, beaucoup plus forte, beaucoup plus à droite, beaucoup plus affirmée dans ses valeurs, et on trouvera à l'extrême gauche, probablement, et à l'extrême droite un petit peu peut-être, et que tous les petits partis vont, et en tout cas, si je peux mettre un souhait, tous les partis sionistes vont quand même pouvoir peut-être comprendre qu'en oubliant les extrêmes et en oubliant les partis arabes, qui ne pourront pas faire partie d'aucune coalition, vont peut-être redonner pour une fois en Israël une nouvelle orientation. Si ça peut faire partie des leçons que nous apprenons du 7 octobre, c'est qu'on a quand même un basis commun, une base commune. C'est les valeurs fondamentales de l'État d'Israël qui sont le sionisme. Ça paraît très simple. Et le sionisme, c'est ni à gauche ni à droite. Le sionisme, c'est la défense des valeurs d'Israël. Et les soldats qui se sont engagés dans les unités, et toi, Moshe, tu es mieux placé que nous, puisque tu continues à faire ton service actif de réserve. J'imagine que dans ton unité, des gens avec qui tu dois avoir des débats, qui sont des gens qui pensent des deux côtés. Et peut-être que cette guerre va leur dire, venons, tentons cette nouvelle expérience qu'on n'a jamais faite, de prendre tous les partis qui se définissent comme sionistes, comme on dit en France, l'arc républicain, on appellera ça l'arc sioniste. Je pense que c'est possible que ça sorte. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui, pour la première fois, reviennent 3-4 partis, Eisenkot, Ils sont tous à droite, hein. Oui, mais ce sont des gens qui viennent de l'armée. Oui, et, aussi. Et de plus en vrai. plus, on va avoir le parti des Miloumnikim, on risque d'avoir Eisenkot, beaucoup de bitronistes, beaucoup de gens qui ont dit on est obligé, après une crise aussi importante, de réavoir une réflexion sécuritaire qui se mêle à des réflexions politiques, parce qu'on avait ces 20 dernières années beaucoup moins d'hommes d'armée dans les gouvernements israéliens. C'est vrai. Beaucoup moins d'hommes d'armée. Les rabbins, les Sharon, tout ça, ça a disparu il y a 20 ans. C'était une autre. Depuis l'époque de Olmert et de... même si Bibi peut être vu comme... Voilà, exactement. Voilà. Je pense qu'il faut, et on se doit, d'être optimiste pour aussi une nouvelle réflexion, et qu'Israël arrête ce débat gauche-droite qui ne peut nous mener qu'à une impasse. Une impasse d'abord politique, parce qu'on sait bien que le pays est divisé en deux. Et si on repart, le but, c'est pas de donner ni 63 bulletins à Bibi, ni 63 bulletins à Bennett. Il va encore être dépendant de 2 ou 3 qui vont le mener. Donc peut-être qu'il faudrait une réflexion qui soit beaucoup plus large. Moi, c'est ce que j'appelle de mes voeux. Alors, en tous les cas, merci pour tous les deux. Juste pour conclure sur cela, et puisqu'on a parlé de la suite, en 2 minutes, puisque le temps... C'est bien que Bibi se remette, d'après vous, votre sentiment, Bibi qui annonce je repars pour encore une mandature, j'anticipe et je dis, ou est-ce que il y a véritablement au niveau de la population, bien entendu, on parle pas comment c'est ressenti au niveau du public israélien? Si je peux oui ou bien non, allez, ça suffit, Pépé. D'abord, chaque personne en Israël est libre de se présenter au bien prince. entendu. Ce qui est important, c'est il y a 2 examens, entre guillemets. Un, que sa candidature soit acceptée par la commission électorale de la Knesset, on peut dire que tel ou tel candidat, il est cachère, donc il peut se présenter. Et le deuxième examen, qui est le vrai examen, c'est les urnes. Si quelqu'un se présente, qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec lui, et s'il est élu, et s'il arrive à faire un gouvernement, eh ben, on se doit, comme des gens qui ont des principes fondamentaux de la démocratie, d'accepter la majorité. C'est ce que le Likoud et les partis de droite ont fait, et c'est ce qui se passe depuis déjà... En tous les cas, certains éditorialistes aujourd'hui, qui sont pas spécialement de l'ultra-gauche ou quoi, en Israël, ils disent, bon, allez, ça y est. Moi, je mettrais un bémol, je suis d'accord avec... mettre un bémol, je suis d'accord avec une partie des éditorialistes, je dis que Bibi Netanyahu était probablement si ce n'est le plus grand premier ministre d'Israël, d'abord par sa longévité, par les
les conflits auxquels il a été exposé d'un point de vue économique, sécuritaire et autres. On pourra ensuite, moi je suis pas là du tout pour le juger. Je pense qu'il est important pour la démocratie israélienne qu'il y a au moins aussi face à lui, et c'est comme l'a dit Moshe, le public qui jugera, mais ce qui me paraîtrait aberrant, c'est qu'il n'y a pas d'autre candidature face à lui. C'est possible ça? Non. Non, au moins dans son parti déjà. Ah, je veux dire, parti. au moins dans son parti, je pense qu'il est important qu'il y ait une vie publique. Shamir, Begin, Oui. David Levy, Sharon, ce sont des gens qui, à l'intérieur du Likoud, se sont battus entre eux parce que c'est légitime que des gens veulent le pouvoir. Bin Netanyahu vient de fêter ses 76 ans, pas 75 comme il a été écrit dans la presse, mais 76 ans. On parle d'une mandature qui dure 5 ans en Israël. Je pense qu'il faut, et il a tout à fait le droit, encore une fois, comme l'a dit Moshe, de se représenter, et s'il a l'approbation de son parti, bah, il sera à la candidature, mais je crois qu'il serait sain, même pour le Likoud, qu'on sente qu'il est derrière, et ça, je pense qu'on le sent moins, qu'il est derrière une jeunesse engagée, des futurs candidats potentiels qui, pour le moment, sont tous un petit peu en chien de faïence. Mais c'est vrai que la personnalité, d'un autre côté, de Binyamin Netanyahu, depuis 10-15 ans, écrase, il faut le dire d'une façon qu'on soit pour ou qu'on soit contre, et qu'on l'admire ou qu'on l'admire moins, une personnalité qui écrase le monde politique israélien de façon flagrante, et qui gêne peut-être les gens qui oseraient... Voilà, tout à fait. Ben, c'est sur ces paroles-là qu'on va voir l'avenir se profiler dans les prochains mois et les prochaines années. En tous les cas, merci à tous les deux. Merci. Et ben, on se retrouve la semaine prochaine, jeudi prochain, pour d'aborder d'autres questions. Merci Avi, c'est toujours un plaisir d'échanger avec toi. Et aux auditeurs et auditrices, on va vous laisser Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, terminé avec une chanson d'Idan Hamidi qui va encore, c'est aussi un personnage particulier. À bientôt, à la semaine prochaine et shalom à tous.